Bonjour à toutes et bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour notre troisième émission et troisième jour de ce forum des engagements solidaires. Organisé par la Fondation FDJ, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous regarder parce que tous les témoignages et tous les programmes que nous vous avons proposés étaient particulièrement séduisants. Mais aujourd'hui, ça va être encore mieux. Non pas que le mécénat de compétences ou les associations que vous avez pu découvrir ne l'étaient pas, mais aujourd'hui, on va vraiment être dans la solidarité, dans le témoignage, dans l'émotion, dans l'intensité, parfois même dans l'intimité avec nos invités. Et merci infiniment à eux. Et à elle, surtout, d'être là. Bonjour Niel. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Lanzé. Bonjour. Et bonjour Fabrice. Bonjour Lionel. Soyez les bienvenus tous les trois, ravis de vous accueillir. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Hein. Et on va pouvoir parler avec vous de solidarité, de vos parcours de vie, des accidents de vie parfois aussi, et toutes ces évolutions de destin qui vous ont permis, après c'est vrai, d'aller à la rencontre d'une forme de solidarité par le prisme de certaines associations. Lanzé, je vais commencer avec vous, parce que vous avez un parcours très particulier. Mais non, mais vous êtes tibétaine déjà. Oui. D'ailleurs, bravo, le costume traditionnel. Merci infiniment de nous faire ce plaisir et ce bonheur de découvrir ça. Vous êtes en France depuis 2018. Vous parlez un français remarquable. Racontez-nous votre histoire. Alors, mon histoire... Moi, je m'appelle Hanzé Sonam, j'ai 26 ans, origine de Tibet. Et c'est vrai, je suis en France depuis 2018, février. Et avant ça, j'étais au Népal, j'ai grandi au Népal. Je suis née en Inde, mais j'ai grandi au Népal avec mes parents. Et voilà, au Népal, on a beaucoup de réfugiés. Il y a un peu de problème là-bas. Parce que les gouvernements népalais, ils ont vraiment pro-Chine. Ils ne veulent pas accepter les réfugiés tibétains. Du coup, on n'existe pas normalement sur les œufs du gouvernement. On n'existe pas légalement. Du coup, voilà, mais après, les gens népalais, les citoyens là-bas, ils sont vraiment gentils. Ils nous acceptent. Et on est assez libre de continuer de vie en quotidien. On peut faire des études, on peut faire du boulot. Mais après, c'est vraiment pas systématique, vous voyez. On fait des études, mais à la fin, quand il faut avoir des diplômes, ils ne le donnent pas. Ils demandent des identités. Et nous, on n'a pas. Et voilà. Mais si vous êtes tibétain ou tibétaine, ça ne correspond pas. Donc, il y a un contraste très, très embêtant. Voilà pourquoi vous avez décidé de venir en France. Pourquoi la France, d'ailleurs ? Alors... Là, je ne sais pas pourquoi le France. Bon, c'est le hasard. C'est le hasard. Mais non, mais honnêtement, j'ai travaillé j'ai travaillé beaucoup dans des ONG en Népal et on a beaucoup de donneurs, les donateurs qui sont françaises. Et on a fait beaucoup de projets. Et là, j'ai vu que les Français, en fait, ils ne sont pas très hypocrites. Comment on dirait, on a des donateurs qui font des dons et après ils disent il faut faire ça et ça et parfois quand on ne fait pas comme ça parce qu'il faut regarder les besoins des gens, après ils disent non, vous n'avez pas fait ça. C'est une générosité de posture parfois ou maquillée. Les générosités basées sur leurs conditions. Oui, absolument. Du coup là, j'arrive pas à accepter et je trouve que français c'est pas comme ça. Et j'ai décidé que si c'est un pays que je dois partir, ça doit être France. Et alors, dans votre parcours, d'ailleurs, vous avez croisé l'association Ichuan également. Comment cette association vous a aidé pour vous intégrer, en fait, dans la société française, pour l'apprentissage ? On parlera de votre parcours académique dans quelques instants, parce que c'est vrai que vous êtes brillante. Mais vous parlez plusieurs langues, c'est extraordinaire. Mais par rapport à Ichuan, comment s'est déroulée la rencontre et à quoi l'association vous a servi ? Alors, comme moi, je suis arrivée en 2018, j'ai eu le statut de réfugié grâce au gouvernement français, le fin de 2018. Et ensuite, quand j'avais moins 25 ans, j'ai pas droit de RSA, des aides par l'État. Du coup, je suis obligée de travailler
Et moi, j'ai travaillé toute l'année dans le restaurant, c'était vraiment difficile. Et c'était facile à trouver aussi parce qu'ils ne demandent vraiment pas de diplôme, vous voyez. Du coup, j'ai travaillé. Et au fond, je disais, c'est pas mon métier, c'est pas le métier qui me plaît, vous voyez. Bon, c'est pas qui me plaît, c'est pas le métier que je me vois travailler après une vingtaine, vous voyez. Ouais. Du coup, j'ai dit, là, c'est le moment d'apprendre la langue. Et Ichwan vous a aidé pour apprendre la langue? J'ai débrouillé un peu, mais bizarrement. Et du coup, je dois vraiment améliorer avec une bonne professeure. Et donc, j'ai une amie qui a fait ça. Du coup, elle m'a comment dirais-je, conseillé Oui. de faire pareil. Du coup, je ne savais pas, j'ai tenté comme ça. Et quand j'ai passé le premier entretien avec Ichwan, je lui ai demandé, je vois, il y a beaucoup d'organisations qui promettent de donner les formations et tout, mais à la fin, ça ne sert à rien, c'est vraiment nul. Je ne veux pas perdre mes temps, parce que pour moi, les temps sont vraiment importants. Est-ce que vous travaillez, comment vous travaillez bien avec des gens pour améliorer et tout? Après, ils nous ont dit, oui, on travaille vraiment bien et vous allez avoir un mentor, un buddy, ouais, et après, il y a les coachs et tout qui va vous gérer on fait tout, oui. Donc c'est génial. Clé en main, vous avez pu, on vous a mis à disposition des moyens. Oui, j'arrive encore pas croire parce que j'ai pas commencé. J'ai dit peut-être c'est pareil comme d'autres associations qui. Et en fait non. En fait vous avez disposé de ça. Voilà. Et quand j'ai commencé, c'était vraiment quelque chose on peut que imaginer, vous voyez, ces jours-là. Quelque chose de génial. Oui. Vraiment, qui est arrivé par le biais de la solidarité, vraiment. Ça vous a vraiment aidé, ça vous a vraiment porté. Qui ne juge pas, en fait. Ouais. Pas. Il n'y a pas de jugement, on peut commencer n'importe où on est, on peut commencer. Il ne juge pas. Et le professeur, j'ai une bonne professeure, elle s'appelle Blanche. Elle est très sympa, elle est très dynamique. Je pense que c'est grâce à elle que j'ai vraiment fini toutes mes formations. Mais vous êtes intarissable. Vous vous rendez compte, elle parle français depuis 2018 et vous êtes aussi bavarde qu'une Française. Je vous félicite, bravo, non mais c'est génial, c'est magnifique, c'est superbe. C'est superbe. Non mais c'est vrai. Et alors en plus vous avez, c'est vrai, un parcours académique très consistant, très brillant. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, en Népal, j'ai fait des études dans une école financée par le... comment dire, c'est pas vraiment financé, mais c'était sponsoré par les Françaises. Et du coup, j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai passé le bac plus 3 en social work. En Népal, on dit social work, c'est Bachelor in Social Work. Okay. Et je savais que c'est mon métier. C'est mon métier que j'aime beaucoup aider les gens. Donc vous voulez travailler, vous aussi, dans la solidarité, rendre peut-être ce que l'on vous a donné par le biais de l'association, vous voulez vous investir vraiment là-dedans. Ça, c'est votre truc. Oui, donc c'est pour ça que j'ai travaillé vraiment beaucoup dans ONG au Népal. Il y avait beaucoup de bénévoles que j'ai fait et un boulot que j'ai fait, un boulot fixe, c'était avec ONG qui travaille en partenariat avec UNHCR Népal et ambassadeur des États-Unis. Du coup, voilà, et je dirais c'est mon truc. Oui. Il y a un programme d'accompagnement aussi au sein de l'association Ichwan, donc très précis, vous l'avez dit, vous, votre programme pour l'apprentissage de la langue, mais il y a un programme d'accompagnement aussi pour d'autres personnes qui souhaiteraient obtenir de l'aide, en fait. Hein. Oui. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'important. Qui m'a beaucoup aidé. Juste un témoignage avant de céder la parole à Niel et à Fabrice. Juste un témoignage sur l'accueil, le regard des autres quand vous êtes arrivé en France. Quel était-il ce regard? On rappelle dans quelles conditions vous êtes arrivé, dans le contexte politique dans lequel vous étiez aussi au Népal. Quand vous êtes arrivé ici, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, c'était pas du tout pareil comme que j'imaginais. C'était vraiment raciste. Quand on est venu, ils nous regardent comme ça, et avec l'accent bizarre. On parle pas français, évidemment. Et après, il faut faire la démarche administrative. Et pour faire la démarche, il faut déjà aller au bureau, il faut parler en français. Et les gens qui ne parlent pas français, c'est moche. Mais vous parlez français, donc maintenant vous vous en sortez. Là, oui, mais heureusement, à l'époque, il y avait des gens quand même pas mal qui sont vraiment sympas. Moi, j'ai trouvé, que c'est pas que d'associations, c'est des gens qui sont derrière le poste, qui comprennent les gens, qui comprennent leurs besoins. Merci pour ce témoignage. Vous restez avec nous, Landze, évidemment. On va vous reposer quelques questions dans quelques instants. Autre témoignage fort dans cette émission, au creux
de la solidarité, bien sûr, sur les parcours de vie également à travers les associations, avec l'association Comme les autres notamment. Fabrice, Oui. et vous, votre histoire. J'aimerais que vous nous racontiez, mais merci de venir témoigner sur ce plateau, votre histoire, ce qui est arrivé dans votre vie, avec notamment une date importante, le jour de votre accident. Oui. En tout cas, merci à vous de m'avoir invité par le biais de l'association. Ça fait très plaisir et c'est une très belle occasion de s'exprimer Bien sûr. et de vous exposer un peu ce qui m'est arrivé. En fait, avant, j'étais responsable commercial d'un centre d'entretien auto à Madagascar. Et malheureusement, la vie a fait que sur mon chemin pour aller à la maison pendant mon heure de travail, pour l'heure de pause, j'ai eu un accident en scooter. Une voiture m'a barré la route et ça m'a rendu paraplégique. J'étais dans le coma pendant 24 heures et on m'a opéré. Et au mois de septembre 2015, donc, on a dû partir en France pour pouvoir rencontrer le chirurgien pour cette opération. Et les enfants, ils ont resté là-bas parce que c'était prévu seulement que l'opération va durer 36 jours. Et une fois arrivé, le chirurgien il m'a consulté, il a dit qu'il ne pouvait plus rien faire, que c'est déjà consolidé, mais il nous a conseillé d'aller dans un centre de rééducation pour pouvoir apprendre les nouveaux gestes de la vie, pour pouvoir rebondir. Et j'étais allé dans un centre de rééducation à Coubert. Avec ce moment, je vais profiter de l'occasion pour remercier tout le personnel de ce centre parce qu'ils étaient du début à la fin sympathiques et ils étaient serviables, ils étaient attentionnés, ils étaient tout le temps derrière nous pour que nous puissions se sentir bien malgré le fait d'être isolés. Et c'est là que j'ai pu rencontrer l'association Comme les autres qui viennent voir les gens accidentés de la vie comme moi. C'est une association qui aide à un parcours de reconstruction. C'est bien ça. Hein, c'est ça. Et oui. donc, qui vous accompagne depuis combien de temps maintenant, Fabrice? D'abord, j'ai oublié de mentionner, mon accident, il datait du 25 février 2015. Donc, je suis entré dans l'association. Je suis entré dans le centre d'éducation au mois de juillet 2016 et en décembre 2016, j'ai fait connaissance de l'association. Et je suis sorti du centre de rééducation au mois de mai 2017 et c'est à partir de là qu'ils ont contacté pour me proposer un séjour parce que pour adhérer à l'association, ils nous proposent de partir en séjour avec 6 valides et 6 handicapés, je le dis comme ça. Et j'étais parti en Corse en 2018 avec tout un groupe. Là, nous avons en même un jour, il y a le fait qu'on est liés comme si on se connaissait déjà depuis bien longtemps. Et on s'entraidait, on se parlait, tout était en bonne harmonie. Donc pendant le séjour, on a pu participer à beaucoup d'activités. On a fait du bateau volant, les valides ils ont pu faire de la parapente, on a fait du jet ski, on a fait 2 fois de la plongée sous-marine, on a fait du quad. Et là, donc... Tout ça avec l'association. Tout ça avec l'association, en 5 jours en Corse. Là, c'est pour... Et aussi, on a fait du kayak. Là, c'est pour montrer que même malgré notre handicap, il y a encore beaucoup d'activités qu'on peut encore faire après. Comment l'association Comme les autres, au-delà de ce qui est déjà magnifique pour ces activités dont vous parlez en Corse, comment l'association Comme les autres a pu vous aider également sur votre parcours de reconstruction pour arriver à vivre en France, notamment pour trouver un emploi. D'ailleurs, je crois que vous avez été aidé par rapport à ça, puisque vous êtes programmateur maintenant, c'est oui, ça? Développeur web. Développeur web, absolument. Donc là, l'association vous a aidé aussi sur ce point de vue-là, pour une espèce de remise en route sur le chemin du travail. Donc, après le séjour, ils ont envoyé un mail. Et pour ceux qui sont intéressés de participer à une formation pour devenir développeur web, je me suis inscrit
j'ai fait un test et j'ai pu partir, mais à Lille, alors que j'habitais à Paris. Paris, Oui. Et là, en arrivant à Lille, l'association, avec l'aide de tous les sponsors, y compris en conscience, la Fondation FDJ. la Fondation FDJ, Mhm. on a pu bénéficier pendant 6 mois d'un appart-hôtel où on vivait. Moi et un collègue à moi. D'accord. Et donc, on a pu faire la formation. Ça s'est déroulé à merveille. On a été certifié au mois de juin 2000. Ce sont des ateliers, en fait, hein, c'est Oui. ça, de formation qui vous aident à trouver cet emploi. C'est bien, c'est bien ça. C'est bien ça. Oui. J'ai fait une formation, encore une autre formation en alternance et dans le même domaine, développeur web. Et je suis encore en recherche d'entreprise pour pouvoir D'accord. m'aider pour l'alternance. Donc aujourd'hui, c'était ça ma Oui. prochaine question. Vous avez votre diplôme, votre formation, grâce à l'association, soutenue notamment par la Fondation FDJ. Oui. Et vous êtes en recherche d'emploi, en quelque sorte, c'est Oui, ça? je suis vraiment en recherche Sur ce domaine-là, donc sur c'est ce bien domaine. de le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Ça, c'est une première chose. Et votre famille, parce que vous parliez tout à l'heure de votre femme et de vos 2 enfants. Oui. Ils sont avec vous tous, maintenant? Ma femme, elle est avec moi, mais mes enfants, je les ai pas encore vus jusqu'à aujourd'hui. Donc, 6 Noël... Depuis 2015. 2015. 6 Noël, 6 anniversaires, jusqu'à maintenant. Mais heureusement qu'il y a la nouvelle technologie, on peut se parler encore, mais... C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Là, on voit qu'il y a beaucoup de manque affectif pour les enfants. Bien sûr. Et il faut gérer tout ça. Vous espérez qu'ils viennent vous rejoindre en France un jour? Oui. L'association ou les institutions vous aident pour ça aujourd'hui? Vous avez bon espoir ou pas? Oui, on a bon espoir. Et d'abord, on a déjà commencé une démarche. Merci Fabrice. Il faut du Merci courage, à vous. franchement, quand les enfants sont loin, comme ça, quand on se remet en question, quand on change de vie, parce que finalement le destin nous a frappés, et il faut avoir beaucoup de courage, et bravo. Courage et beaucoup de patience. Ouais. Ouais. Parce que on se dit, ça nous arrive, on vit dans une situation pareille, on a géré déjà la maladie, on a déjà géré le handicap, le regard des autres, mais on dit, c'est pas la fin du monde, il faut profiter de chaque instant qu'on vit, et on se dit toujours que le meilleur reste à venir, et il faut jamais baisser les bras. Voilà. Et c'est ce que vous faites. Vous ne C'est ce baissez que pas les bras, vous avez raison. Et moi, je trouve franchement une passerelle, une jonction entre vos 2 témoignages, le vôtre et le vôtre, même si évidemment vos parcours sont totalement différents. Mais cette énergie qui est vraiment palpable sur le plateau aujourd'hui, elle vous réunit très franchement, cette force, cette envie de solidarité et ce besoin de croquer la vie, finalement, de continuer à le faire, quels que soient malheureusement parfois les accidents de vie et le destin quand il vient nous toucher. D'autres destins, d'autres histoires, encore une fois, et on va parler avec vous, Niel, maintenant. Alors on pourrait appeler ça la réussite lorsqu'on est issu d'un quartier, ce qu'on appelle un quartier prioritaire de ville, donc lorsqu'on est issu d'un quartier. C'est ça, oui. Racontez-nous votre parcours, vous aussi, qui est exemplaire, il faut le dire. C'est gentil, c'est gentil. Déjà, je vous remercie de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Et moi, mon histoire, elle commence par ma famille, déjà, qui est issue du Maroc, donc qui est venue ici il n'y a pas très très longtemps, il y a moins de 30 ans maintenant. Donc j'ai grandi, je suis née dans une ville qui s'appelle Chanteloup-les-Vignes, en banlieue parisienne. Donc j'ai grandi dans le quartier de cette petite ville-là. J'ai fait toute ma scolarité. Une fois que j'ai toujours été très, très scolaire et très studieuse, ce qui fait qu'une fois que j'ai eu mon baccalauréat, j'ai intégré une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Et ensuite, j'ai intégré une école de commerce et aujourd'hui, je suis étudiante en Master 1 en management. Bravo. Merci. Félicitations. Merci, c'est gentil. Comment vous avez réussi à vous en sortir? Votre intelligence, votre travail, c'est vrai, mais vous avez été aidé, accompagné par Télémac, C'est ça. notamment. Alors, comment ça s'est passé? Alors, mon aventure avec Télémac, elle a commencé quand j'étais en 4e, dans mon collège. Oui, c'est très tôt. Oui, très, Ouais, très tôt, oui. ouais. Quand le CPE vient me voir, me chercher, et je trouve dans le bureau mes parents, et le CPE donc, il m'explique voilà, qu'il y a une association qui s'appelle Télémac, qui me propose un double mentorat, donc un mentor dans mon école et un mentor d'entreprise, qui sont là pour m'aider et me suivre un peu dans mon parcours scolaire. Donc mes parents sont enthousiastes, et moi aussi. On commence l'aventure. Je rencontre ma mentor, donc, et vraiment, elle a été
un déclencheur d'une prise de conscience dans ma vie. C'est-à-dire que même si j'étais très studieuse, j'avais pas forcément conscience de toutes les possibilités qui étaient offertes quand on est jeune. Donc, grâce à elle, j'ai pu faire plein de choses, vraiment. Déjà, au niveau culturel et social, j'ai pu aller voir des musées, visiter Paris, visiter même des villes dans mon propre département, qui est Versailles ou Saint-Germain. Et voilà, vous saviez que ça existait, mais vous n'y étiez jamais allé. Exactement. C'est génial, Oui. bien sûr. Grâce à l'association encore, j'ai pu aller en Angleterre 2 fois. Donc voilà, me débrouiller, parler une langue étrangère, etc. Et j'ai aussi pu, grâce à Télémac, m'offrir un piano. Moi qui étais passionnée de musique, qui apprenait en autodidacte juste la théorie, là j'ai pu le mettre en pratique grâce au piano. Donc vous jouez du piano, oui. Encore aujourd'hui. Oui. Et j'en fais profiter toute ma famille du coup, oui. Et maintenant tout de suite un piano, Daniel qui va jouer pour nous. Sinon, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle, ça aurait été drôle effectivement. Ouais. On aurait pu le prévoir. Ouais. Donc Télémac, ça a vraiment été pour vous une rencontre, un déclencheur énorme. Déterminant. Qui continue vous accompagner aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours votre mentor qui vous accompagne aujourd'hui ou ça a changé? C'est plus mon mentor qui me suit parce que Télémac s'arrête à 18 ans, donc on a notre bac. D'accord. Mais elle a été déterminante dans mon parcours scolaire, parce que c'est grâce à elle que j'ai pu faire une classe préparatoire et une grande école. Puisque moi, quand j'étais jeune, je voulais être ingénieur informatique. Je n'avais pas connaissance des autres métiers qui existaient. Ouais. Elle m'a fait faire mon stage de 3e dans son entreprise. J'ai vu en une semaine que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et grâce à elle, j'ai enlevé ça de ma liste de choix et j'ai pu faire une classe préparatoire. Du coup, oui, c'est grâce à elle que j'ai suivi la vie. Alors, c'est grâce à elle, évidemment, que vous êtes ouverte à la vie et que vous avez cette réflexion. Oui. Et je crois savoir d'ailleurs que dans votre cursus, vous avez longtemps hésité, peut-être est-ce encore le cas aujourd'hui, entre la finance et la solidarité aussi. Un petit peu comme vous. Est-ce que cette hésitation est toujours présente dans votre esprit? Présente, mais beaucoup moins qu'avant. Ouais. C'est-à-dire que là, c'est un choix du cœur ou un choix de raison. La finance, c'est celle de la raison et la de solidarité, le social, celle du cœur. Durant tout mon parcours scolaire et professionnel, j'ai toujours fait des stages en rapport avec le monde de la solidarité ou du social, dans des fondations ou dans des associations. C'est fondamental pour moi de continuer à m'engager au sein de mon parcours professionnel, de rendre ce qu'on m'a donné en quelque sorte, puisque j'y crois profondément et je sais que ça fonctionne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à celles et ceux qui nous regardent, aussi à la lumière des autres témoignages, ceux qui hésitent encore peut-être à s'engager pour plein de raisons, des bonnes ou des mauvaises raisons, on ne va pas juger, mais dans la solidarité, dans le cadre de la solidarité, dans le soutien aux autres, dans l'aide, une main tendue tout simplement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Niel? Qu'il faut arrêter d'hésiter. Franchement, il faut y aller, parce que comme le prouvent mes 2 camarades sur le plateau, c'est que du positif qui en ressort. Ça prend pas énormément de temps de s'engager, mais pourtant les impacts sont énormes, vraiment. Ça change des parcours de vie, et même c'est un enrichissement personnel pour les bénévoles en réalité. Du coup, je peux que les encourager à s'engager. Et vous aussi, Lanzé, vous encouragez tout le monde à s'engager sur le chemin de la solidarité aussi. Ça paraît tellement naturel, mais il faut franchir le cap. Vous aussi, vous encouragez les gens, alors vous leur dites « engagez-vous, n'hésitez plus ». Oui, parce que nous, on dirait qu'on est les premiers les bénéficiaires. Comme moi, j'ai vécu l'expérience et je peux dire que c'est pas trop mal. Oui, après, c'est la vie, on n'a pas toujours des bons trucs. Parfois, il y a des mauvaises choses aussi, mais c'est la vie, il faut avancer. Il faut l'avancer, il ne faut pas avoir peur. Comment dit-on solidarité dans votre langue, dans votre dialecte, le népalais ou le tibétain, le dialecte tibétain? Parce que vous parlez une dizaine de langues, en fait, entre les dialectes et les langues. Non, mais c'est vrai. Comment vous le diriez, vous, dans votre langue maternelle, le mot solidarité? Il y a une traduction pour ça? Alors, les solidarités, plutôt, ou l'entraide, vous voyez, ou peut-être l'amour. Alors, en tibétain, la solidarité, peut-être, c'est Nyamshup. Nyamshu. Nyamshup. Nyamshu. Voilà, ça veut dire tout le monde ensemble. Et en népalais, je ne sais pas. Mais Nyamshu, c'est déjà pas mal, ça me va très bien. Je vais déjà avoir beaucoup de mal à le retenir, vous voyez, donc je vais le garder jusqu'à la fin de l'émission. On va clore d'ailleurs l'émission avec ça. Juste, même question aussi pour vous, Fabrice. Est-ce que vous avez, vous, envie de vous engager dans la solidarité? Cette solidarité qui vous a tendu la main par le biais d'associations sur le destin. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de vous mettre à la disposition d'autres? Oui, bien sûr. Déjà que je suis bénévole de l'association comme les autres.
et que je consacre un peu tous mes temps libres avec l'association, je pourrais aussi dire aux autres qu'il faut déjà oser s'engager. Et après, il n'y a que du positif, on n'est que gagnant en tout terme, on est toujours gagnant. Avec les belles rencontres, avec tous les partages qu'on pourrait faire, il n'y a que du bénéfice et c'est que du bonheur pour nous et pour nos entourages. De jolis témoignages, en tout cas. Franchement, c'est très palpable. Je pense que vous le ressentez, vous aussi, qui nous regardez. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sincérité, beaucoup de fraternité. Donc, merci infiniment d'être venu sur le plateau. On pourrait parler des heures encore avec vous, évidemment, parce que vous avez des existences incroyables. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Surtout, vous avez des existences et des destins incroyables. Donc, continuez à être portés par tout cela. Et merci de nous l'avoir fait partager aujourd'hui. J'ai encore plus de 1000 pages à vous dire, mais... Et alors, moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine émission, dans l'année prochaine, pourquoi pas, oui, avec la Fondation FDJ, on ouvrira un deuxième tome, un deuxième chapitre. Ça sera avec plaisir, mais j'imagine que toutes et tous, vous avez des vies tellement dingues, en fait, que voilà, vous avez énormément de choses à dire. Merci infiniment. Dans quelques instants, et je terminerai avec Niamchou, hein, c'est ça, hein, Niamchou. Dans quelques instants, Sylvain Brozard, là aussi, en termes de solidarité, c'est quelqu'un qui est le président du réseau Étincelle, qui est partenaire de la fondation de FDJ, qui connaît bien ce domaine-là. Merci infiniment, vraiment. Merci à tous les trois d'être venus sur le plateau. Dans quelques instants, donc, Sylvain Brozard et Niamchou. Et on se retrouve sur le plateau de notre émission du Forum des engagements solidaires avec un nouvel invité. Sylvain Brozard nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président directeur général de Nordisk, qui est une entreprise qui fait dans le développement numérique. Mais vous êtes aussi, et j'ai envie de dire surtout par rapport à notre propos aujourd'hui, le président du réseau Étincelle et le président de Greenpeace France. Ça veut dire que l'action solidaire est très présente dans votre quotidien, tout le temps. Quelle est votre définition, pour commencer, de l'action solidaire, Sylvain Brozard ? J'aurais tendance à dire que, pour moi, une action solidaire, c'est avant tout d'accompagner des personnes qui ont une situation plus difficile que la nôtre. Voilà. Pas faire à leur place, pas avoir de la compassion, non, les accompagner, les emmener. Parce que moi, je suis né dans un monde d'instituteurs, voilà, confortable, avec des parents qui avaient de la connaissance, qui travaillaient sur l'éducation des enfants. J'ai eu beaucoup de chance. J'aurais pu naître dans un pays beaucoup plus en difficulté. On ne choisit pas. Et moi, ce qui me guide, c'est ça, c'est de se dire, quand on a cette chance-là, la moindre des choses, c'est que si on a un peu de temps et d'énergie, eh bien, c'est d'accompagner des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc pour moi, l'engagement solidaire, c'est cette Quel type de personnes aujourd'hui au quotidien, dans le cadre de votre activité, dans le cadre de vos actions ? Je sais que vous êtes très impliqué au sein de votre propre entreprise et que vous demandez aussi à vos collaborateurs d'être impliqués dans cette démarche-là. Ça se retranscrit comment ? En fait, je pense que si on parle de collaborateurs, il faut déjà prendre conscience qu'aujourd'hui, les collaborateurs, mais pas que de mon entreprise, de manière générale, et ici sans doute aussi, oui, ont un besoin fondamental. C'est qu'on oriente différemment le monde. C'est pas qu'ils ont envie de s'engager, ils ont un besoin. Ça devient un besoin vital. Quand vous entendez des jeunes dire « je ne sais pas si je vais avoir un enfant », je m'interroge. Ça devient un besoin vital, qu'on change le monde. Donc je crois que si des collaborateurs viennent dans une entreprise, déjà, qui essaient d'amener cette pierre à l'édifice, c'est pour eux une source de sens et sans doute d'intérêt pour l'entreprise. Après, ils peuvent peut-être s'engager, s'impliquer dans des actions que peut mener l'entreprise. Mais je crois que ça, il faut que ça soit de leur libre arbitre, déjà, de arbitrage. Et puis, il faut surtout faire en sorte que ça soit reconnu, ce qu'ils font. Ça ne soit pas quelque chose de palliatif dans notre milieu de l'informatique, du développement de logiciels. Quelquefois, il y a des intercontrats, c'est-à-dire des arrêts de mission. Il ne s'agit pas de dire c'est un bouche-trou, tiens, mène une action sociétale. Non, pas de palliatif. C'est en parallèle. Une véritable action parallèle et reconnue par le management et reconnue par l'encadrement et l'intérêt qu'on va lui apporter. Donc c'est sur le temps de travail. C'est sur le temps de travail. Mais c'est tout à fait gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, cette quête de sens dont vous parlez, pour le collaborateur qui s'implique, mais également pour celui ou celle ou l'entité qui reçoit cette aide solidaire. Oui, sur le mot gagnant-gagnant, je pense que quand on fait quelque chose qui n'est pas de notre quotidien, on a toujours à apprendre.
On a toujours à découvrir. Et quelquefois, ça peut même révéler des talents qu'on a en nous, qu'on n'a pas eu l'occasion d'exprimer dans notre quotidien professionnel. Donc ça, c'est intéressant pour les collaborateurs. Et pour l'entreprise, finalement, eh bien, là aussi, on peut suivre des formations pour progresser, pour s'améliorer. Eh bien, peut-être qu'une action liée à un engagement sociétal, liée à un engagement environnemental, peut avoir la même finalité, c'est d'exprimer des potentiels et des compétences. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle La perma-entreprise, c'est ça, aux éditions Oui. Erol. Alors, bon, Et donc vous racontez ça, non mais c'est votre méthodologie en quelque sorte de l'action sociale. oui, au je travers de rigole ça. parce qu'en France, on aime bien les livres et on aime bien dire j'ai écrit un livre. En fait, j'ai formulé. Mais c'est le cas. Mais je l'ai formulé parce que déjà, il faut se méfier de ses propres idées. Parce qu'on pense toujours que c'est les plus belles. Donc déjà, confondons bien afin de se dire c'est peut-être une bonne idée. Et après, je l'ai expérimenté dans mon entreprise. Et je me suis dit, dans l'informatique, on parle d'open source. C'est-à-dire, on met à disposition de tout le monde des développements que l'on fait. Je me suis dit, faites de l'open source. Donc c'est ça, la finalité du livre, c'est de dire, emparez-vous de ce concept, de ce modèle, de la méthode pour le mettre en place, parce que j'ai décrit toute la méthode. Emparez-vous de cela et allez-y. Concrètement, dans votre entreprise, et après on essaiera d'élargir un petit peu le prisme de ce sujet, qu'est-ce qui est fait concrètement comme action ? Comme action sociale, comme action solidaire, comme engagement solidaire ? Alors, bon, je veux pas... Ou qu'est-ce que vous faites, vous, ouais, au-delà mais, de votre rôle chez Greenpeace, notamment ? Cette question est terrible parce qu'elle peut me transformer en démonstrateur de « je suis le plus beau, je fais plein de choses », etc. Donc, je ne voudrais pas du tout apparaître comme ça. Ceci étant, au nom de l'entreprise, oui, on a mené, et je vais vous dire, j'appelle ça des combats. En 2005, j'ai pris conscience des problèmes de discrimination en France. J'ai pris conscience des écarts de salaire hommes-femmes et même plus large que ça. Voilà, ça, c'est des combats que l'on a menés pour essayer, bien évidemment, dans l'entreprise, de nous mettre en question, mais de le faire au-delà de l'entreprise. En 2007, bon, par mes engagements, je prends conscience que la planète est en train de se dégrader à une vitesse encore plus rapide qu'on pouvait le penser. Bon, eh bien, effectivement, on s'est remis en question sur notre bilan carbone, comment le réduire, comment le compenser, toutes ces choses-là. Et pourtant, on me disait, mais tu es une entreprise de service, tu n'es pas concerné, tu n'es pas dans l'industrie, dans la chimie. Mais si, nous sommes tous concernés. Voilà quelques exemples. Exactement, et ça tombe bien que vous en parliez, puisque toutes les émissions ou tous les rendez-vous que nous avons eus depuis le début de cette semaine sur cette antenne et sur ce plateau convergent avec ce que vous dites, et notamment les valeurs de FDJ rejoignent totalement, notamment la parité, entre autres, évidemment, ce que vous êtes en train d'expliquer, Sylvain Brezard. Le rôle des entreprises au sens large, c'est-à-dire que vous invitez les entreprises à s'inscrire encore plus dans l'engagement solidaire. Oui. Pour leur bien-être à ces entreprises-là aussi, et pour leur pérennité. Une entreprise est une personne morale, on peut parler exactement, de bien-être, hein. Exactement. Oui, sans être trop long, mon constat, en 20 ans, ça a empiré. C'est la dernière décennie qui était porteuse d'espoir. Malheureusement, c'est aussi empiré sur le plan environnemental, sociétal. Et donc, je me suis dit, qui peut inverser ces tendances-là ? Mon constat, c'est que sur le plan politique, parce que les politiques peuvent avoir ce pouvoir, les décisions sont beaucoup trop longues. Et la France étant dans le multilatéralisme européen, c'est terriblement long. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Et c'est en cela que je me suis dit, mais finalement, s'il y a un acteur qui peut aller vite, c'est l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle sait décider vite. Quand elle décide, elle a identifié les moyens pour faire, donc elle sait faire. Et elle sait conduire des changements, quelquefois peut-être un peu trop brutal, mais elle sait en tout cas accompagner tous ces mouvements-là. Donc l'entreprise est sans doute la mieux placée pour inverser les tendances actuelles de dégradation de la Terre et sur le plan sociétal. Ce qui fait que, malgré tout, comment faire ? Or, le monde de l'entreprise, mais de manière plus générale, est un monde de la pensée unique. On fait comme les autres. À un moment donné, tout le monde a décidé d'aller utiliser la Chine comme réservoir de production pour tout. Et puis, il y a un an, on se dit, 80% des substances pour faire des médicaments sont faites en Chine. C'est grave. La pensée unique. Et donc, mon point de vue a été de dire, essaie d'inventer quelque chose, puisqu'ils attendent, ils savent copier. Essaie d'inventer quelque chose, un modèle, essaie de les convaincre, et elles vont s'en emparer, et elles vont ainsi, par une volumétrie importante, et orienter le monde différemment. Vous êtes en train de nous dire, Sylvain Brezard, que les entreprises ont un devoir d'exemplarité et qu'elles ne font pas, à votre goût,
en tout cas, ou en tout cas selon les informations que vous avez recueillies, suffisamment dans l'engagement solidaire aujourd'hui, en France? Elles n'y sont pas suffisamment. Je vais vous prendre un exemple très, très financier, puisque finalement, le monde de l'entreprise et les actionnaires et les dirigeantes et dirigeants regardent avant tout cela aujourd'hui, peut-être trop. C'est qu'en France, il y a un dispositif de défiscalisation qui dit que 5/1000 de votre chiffre d'affaires, vous pouvez en faire don à la société civile et vous allez être déduit de 60% de ce don. C'est énorme. Combien d'entreprises le pratiquent? Voilà. Je vous le demande. Donc le problème, il est là. Vous le savez? Combien? Non, mais je sais très peu. que c'est très peu. Trop peu en tout cas. Ouais. C'est beaucoup trop peu. Et je sais surtout que si tout le monde le faisait, le monde associatif, qui est fondamental pour l'évolution, notamment sur le plan social, de tous les problèmes qui se posent, aurait les moyens de faire. Donc effectivement, ce que j'essaie de faire, au-delà de ce modèle, et c'est l'intérêt de le pratiquer avant d'essayer de le publier, c'est de montrer qu'en plus, une entreprise qui adopte ce modèle de perma-entreprise va avoir des meilleurs résultats, une meilleure performance économique. Voilà. Et ça, j'essaie de le démontrer par l'exemple. Parce que je sais que si je démontre ça, on a peut-être plus de chances de s'intéresser à mon modèle. Il y a une terminologie qui revient assez régulièrement, je ne sais pas si c'est un terme à la mode d'ailleurs, mais on parle beaucoup en ce moment de mécénat de compétences. Oui. Quel est votre point de vue là-dessus et quelle en serait votre définition pour que tout le monde comprenne bien? Le mécénat de compétences, c'est finalement une autre forme de faire un don. Simplement, ce n'est pas financier, c'est un don qu'on fait par l'intermédiaire de collaboratrices ou collaborateurs. Et en quoi va-t-il se concrétiser? Par des compétences, de l'énergie que peut amener ces personnes-là, dans un monde associatif, quel qu'il soit. Donner du temps par rapport à sa spécialité, voilà. par exemple. Néanmoins, ce que je recommande, c'est de surtout ne pas imposer le mécénat de compétences à quelqu'un. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, le mécénat de compétences ne peut pas être un palliatif à. Il faut que ça soit plutôt un complément par rapport au quotidien où tous les jours, grosso modo, je fais la même chose. Je vais avoir un moment donné pour faire autre chose qui va sans doute m'enrichir, mais je vais le choisir, moi. Et je vais aussi choisir si j'ai envie de le faire avec les personnes que j'ai en face de moi, puisque finalement, la réussite d'un projet, c'est bien une réussite collective et humaine. Donc voilà, il faut absolument le faire dans cet état d'esprit-là. Sylvain Brozard, je parlais tout à l'heure en préambule de Réseau Étincelle, dont vous êtes le président. Vous y attachez évidemment beaucoup d'importance. Quelle a été l'implication des collaborateurs de FDJ, d'ailleurs, auprès de Réseau Étincelle ces derniers temps? Oui, finalement, c'est un bon exemple pour montrer l'état d'esprit avec lequel on peut faire ce mécénat dit de compétences. En quelques mots, déjà, le Réseau Étincelle, en fait, c'est un dispositif d'une formation extrêmement courte, fait pour les jeunes qui sont en rupture scolaire. Il y en a énormément et avec l'année 2020, ça a considérablement augmenté. Et donc, dans ce dispositif de formation qui part des passions des jeunes pour leur montrer qu'ils peuvent en faire un projet de vie, effectivement, on peut y greffer des interventions de collaborateurs d'une entreprise. C'est ce que nous avons fait avec la Française des Jeux sur plusieurs sites. Et ces interventions, c'est expliquer que justement, moi, j'ai fait un parcours qui ne part pas d'un diplôme fabuleux. Et pourtant, voilà, j'ai fait un chemin tout à fait intéressant, je m'y suis épanoui, j'ai des responsabilités. Y participer, c'est sensibiliser le jeune à comment conduire un entretien de recrutement. Y participer, c'est faire partie d'un jury bienveillant qui va montrer aux jeunes que son projet, on y croit. Voyez ? Donc, on a mis des tas de possibilités pour que ce mécénat de compétences et les collaborateurs, en l'occurrence de la Française des Jeux, puissent amener cette valeur ajoutée-là et montrer aux jeunes qu'on s'intéresse à eux, que des gens qui sont en activité s'intéressent à eux. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, quelquefois, nous avons même des dirigeants d'entreprise. Et comme disent ces jeunes, j'ai touché un patron. Vous voyez cette expression? Je veux bien dire ce que c'est. Donc, voilà un bel exemple de ce qu'on a pu faire avec la Française des Jeux et ses collaborateurs et collaboratrices. Une entreprise qui pratique, qui préconise le mécénat de compétences, c'est une entreprise qui prend soin de ses collaborateurs? Non. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très inspirant pour les collaborateurs. Je trouve que c'est prétentieux de dire l'entreprise prend soin de ses collaborateurs. L'entreprise peut mettre en place des dispositifs pour que ses collaborateurs y trouvent du sens, y trouvent de l'épanouissement, de l'estime de soi. Mais l'entreprise n'a pas à prendre soin de ses collaborateurs. Vous voyez la différence? Je renverse la tendance. Je vois très bien. On crée un cadre qui favorise cela. Et peut-être qu'en conséquence,
le collaborateur ou la collaboratrice se dira je suis bien et je m'y épanouis. C'est la permaculture. En quelque sorte, c'est ça. C'est la perma-entreprise. La perma-entreprise, non, mais aussi la permaculture, en s'inspirant de l'environnement, du système derrière la perma-entreprise, environnemental. La permaculture, il y a 3 principes éthiques qui sont les fondamentaux, dont prendre soin des êtres humains. Bien sûr, ça en fait partie. Perma-entreprise, je le rappelle d'ailleurs, c'est votre ouvrage. On voulait en dire un petit mot tout de même. Et montrer la couverture aux éditions Erol. C'est très gentil. La perma-entreprise. Non, mais parce que c'est très inspirant. Et c'est vrai que c'est très nourrissant aussi, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise et sur notre planète aujourd'hui. Merci infiniment. Merci infiniment, Sylvain Brossard, d'être passé sur le plateau de FDJ Studio dans le cadre de cette semaine magnifique du Forum des engagements solidaires. Vous êtes en train de clore d'ailleurs ce moment où il y a eu énormément d'énergie, beaucoup de collaboratrices et de collaborateurs qui ont regardé nos principales émissions. Et je pense que votre message est bien passé et qui va nous accompagner encore pendant de longs moments. Je suis persuadé que c'est des semaines comme ça qui font qu'il y a un bouillonnement culturel qui est absolument. sain. Voilà. Merci infiniment, Sylvain Brossard. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve très vite, évidemment, sur le plateau de FDJ Studio, dans le cadre de l'entreprise. Et on n'oublie pas, évidemment, notre forum des engagements solidaires. À bientôt.